Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Après la mobilisation contre la loi travail, le gouvernement tente de reprendre la main et multiplie les gestes en faveur de la jeunesse. L'exécutif annonce une surtaxe des CDD. L'UNEF sera reçu demain à Matignon par Manuel Valls et Myriam El Khomri. Le Sénat redit son opposition à la pénalisation des clients de prostituées. Pour la troisième fois, les sénateurs ont refusé de voter une disposition qui sanctionne de 1 500 € d'amende les clients pris en flagrant délit. Peut-on manger bio et local dans la restauration collective alors que le Sénat a entamé hier l'examen d'un texte pour favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation? On ouvre le débat dans cette émission. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct, Tam Tranui et Saveria Rojek, le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de dérouler tous ces titres, on a appris la mort de Claude Estier, ancien sénateur de Paris de 1986 à 2004. Il avait présidé le groupe socialiste du Sénat pendant 16 ans. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek, salle des conférences avec Didier Guillaume pour une première réaction à cette disparition. Saveria. Didier Guillaume, vous me disiez à l'instant que la seule chose que Claude Estier n'a pas été, c'est ministre. Oui, j'ai connu Claude Estier. Je suis très triste de la nouvelle que vous m'avez apprise d'ailleurs. Je n'ai pas eu d'autres confirmations. Oui, ça aurait été un grand bonhomme de la gauche et du socialisme. Vous avez longtemps travaillé à ses côtés. Oui, d'abord un compagnon de route de Mitterrand. Un vieux grognard de la Mitterrandie, de la Convention des institutions républicaines et de l'accession au pouvoir. Quand Claude Estier a quitté le Sénat, le journal Libération a titré « C'est le dernier mitterrandiste qui quitte le Sénat ». Oui, je crois que c'était le cas. C'était un des derniers grognards du mitterrandisme, une fidélité à Mitterrand totale. Et puis une deuxième caractéristique aussi, il faisait partie de la bande, ce qu'on a appelé la bande du 18e. Les 4 du 18e qui sont partis à la conquête de Paris, Bertrand Delanoë, Daniel Vaillant. Et Claude Estier, bien sûr. Et cette bande du 18e, elle aura continué à travailler ensemble avec beaucoup de... les piliers du PS. Lionel Jospin, avec beaucoup de... Oui, Jospin, Delanoë, Vaillant et Estier, les piliers du PS. Et ici, il aura été sénateur assez longtemps. Voilà, président du groupe socialiste. De 86 à 2004 et président du groupe socialiste de 88 à 2004. Et oui, ça aurait été, il aura un peu fait passer le groupe et le Sénat, accompagné le Sénat dans l'ère moderne, les années 80 jusqu'aux années... Qu'est-ce qu'il a apporté jusqu'aux années 2000. Je pense qu'il a apporté d'abord son histoire, l'histoire de la gauche ouvrière, ce qu'il représentait. Il aura connu Paris, Paris géré par la droite et Paris qui bascule. Mais surtout, il aura accompagné la mutation du Parti socialiste, de la SFIO, de la Convention des institutions républicaines, jusqu'au Parti socialiste d'Épinay, où il était. Ça a été un des créateurs du Parti d'Épinay. Justement, dans une des dernières interviews qu'il a accordées, il était assez pessimiste sur l'état du Parti socialiste. Il expliquait que la force du PS, jusqu'à présent, c'était ses élus locaux, une force qui aujourd'hui avait disparu ou en partie. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui, enfin, les partis politiques, de droite comme de gauche, sont toujours renforcés à partir des élus locaux. Et je dirais que ça, c'est aujourd'hui une réalité. Et aujourd'hui, les socialistes sont en faiblesse de ce côté-là, puisque nous avons perdu beaucoup d'élus locaux. Mais en même temps, la politique d'aujourd'hui ne se fait plus tout à fait comme elle se faisait il y a 20 ou 30 ans. Et les réseaux sociaux et d'autres moyens de communication font qu'aujourd'hui, la vie politique change et se transforme. Et je pense que Claude Estier aura accompagné toute cette transformation jusqu'au bout. Il venait très souvent au Sénat, il travaillait, il écrivait, il avait gardé toute sa tête, un travailleur infatigable. Et c'est vrai qu'on perd, nous perdons, et je perds un vrai ami, un vrai compagnon de route. Et c'est un bout de l'histoire. C'est un pan de notre histoire, un pan de l'histoire des socialistes, un pan de l'histoire de la gauche et un pan de l'histoire du Sénat qui s'est éteint aujourd'hui. Oui. Un pan de l'histoire du Sénat. On restera sur ces mots, Didier Guillaume. Merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi en direct à cette disparition. Merci beaucoup Saveria pour cette première réaction. Au lendemain des manifestations, le gouvernement est-il prêt à lâcher du lest? Myriam El Khomri, la ministre du Travail, envisage une surtaxe des contrats à durée déterminée. Le détail avec Sophie Normand-Couturier. C'est une demande réitérée par tous les syndicats à chaque négociation sur l'assurance chômage, la taxation des CDD. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, l'a réclamé encore fin janvier. La piste est bien sur la table des négociations, confirme la ministre du Travail. C'est sur la table et ça relève des partenaires sociaux, puisque c'est eux qui négocient.
La proposition existe, elle est portée par certains partenaires sociaux dans le cadre des négociations autour de l'assurance chômage. Et je dis, c'est en corrélation avec ce projet de loi qui vise à réduire la précarité et encourager le CDI. Et les débats s'annoncent houleux. La CGPME s'y oppose fortement. Le syndicat des patrons des PME dénonce une augmentation du coût du travail qui pénaliserait la création d'emplois. Autre concession que s'apprêterait à faire le gouvernement, l'abandon de l'allongement du temps de travail des apprentis. L'avant-projet de loi travail prévoyait de passer de 35 à 40 heures par semaine. Myriam El Khomri, qui se dit inscrite dans une démarche de dialogue et d'écoute, serait prête à l'abandonner également. Et l'offensive du gouvernement ne s'arrête pas là. Cet après-midi, François Hollande se rend dans une entreprise de Seine-et-Marne pour défendre son dispositif embauche PME. Ce matin, il réunissait les ministres pour déminer le terrain social. Quentin Calmi. À Matignon, autour du Premier ministre, comme tous les 15 jours, tous les ministres et secrétaires d'État. Une réunion aujourd'hui entièrement consacrée à la loi travail. Déminer cet épineux dossier étape par étape, en apaisant, en calmant le jeu, comme le précisent les équipes de Manuel Valls. Première étape, convaincre les représentants des organisations de jeunesse, dont l'UNEF. Le Premier ministre va recevoir les organisations de jeunesse assez rapidement d'ailleurs, pour pouvoir continuer le dialogue avec elles. Il y a en effet de la part du gouvernement une volonté d'être à l'écoute, de répondre encore une fois aux inquiétudes des jeunes. Depuis plusieurs semaines, la majorité est en situation de crise, y compris au Sénat. Cette image filmée hier n'est pas anodine. Luc Carvounas, bras droit de Manuel Valls au Sénat, et Frédérique Espagnac, sénatrice proche du président de la République. C'est le moment de la mise au point sur la ligne entre pro-Hollande et pro-Valls. Mais la mise au point, il n'y a pas besoin de mise au point puisque nous sommes en phase depuis maintenant le début de ce quinquennat, donc j'ai aucun problème. Donc au contraire, c'est une ligne politique qui tient bien la barque gouvernementale. Redresser le cap de la barque gouvernementale. Changement de ton ce matin, selon Frédérique Espagnac, c'est François Hollande qui rectifie le tir. Le président de la République écoute en tout cas et regarde ce qui se passe. Je crois que lui-même avait demandé au Premier ministre de retarder de 2 semaines la présentation du texte en Conseil des ministres. Donc je pense que le président, de ce point de vue-là, a pris les décisions qui s'imposaient. Maintenant, au Premier ministre et son gouvernement de faire un certain nombre de propositions. Et puis de toute façon, le président aura le dernier mot. Matignon qui promet d'importantes modifications au projet de loi. Des modifications très attendues et annoncées lundi. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Mickaël. Avec vous, on va décrypter, analyser les conséquences de cette mobilisation. Comment on a réagi à Matignon face à l'ampleur de la mobilisation étudiante hier? Tout d'abord, on a regardé cette manifestation, on a regardé l'ampleur évidemment. On est rassuré et vigilant, voilà ce que l'on dit chez les conseillers à Matignon. Simplement, il y a une image qui a frappé hier, c'est cette jeunesse qui est plutôt à gauche, qui manifeste face à un gouvernement de gauche. Et là, vraiment, ça a frappé. C'était presque une sonnerie d'alarme en disant, voilà, bon, maintenant, il est peut-être l'heure d'ouvrir les portes et de négocier, ou en tout cas de déminer le terrain un maximum. Ça veut dire discuter, faire de la pédagogie. Discuter, évidemment, ça ne veut pas dire retirer le texte. Vous l'imaginez bien. Alors, comme on lui a demandé hier dans la rue, pourtant, et notamment une bonne partie de la gauche, notamment des députés, eh bien, on aura le final de tout ça lundi avec les annonces faites par le gouvernement. Et d'ici là, eh bien, on va faire beaucoup de pédagogie, beaucoup discuter. Et surtout, la stratégie que veut employer Manuel Valls, c'est de prendre les devants. Alors, il y a eu cette annonce faite ce matin à destination des jeunes sur surtaxer les CDD. On en a parlé dans les reportages. On verra ce que les associations vont dire. Et notamment le MJS, vous savez, ce sont les jeunes socialistes qui seront reçus ce soir à 18h par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. On verra effectivement ce qu'ils auront à dire. Mais surtout, ce que Manuel Valls ne veut pas, c'est laisser s'installer cette fracture de la gauche, qui est de plus en plus visible et qui ressemble même presque à un fossé. Et puis, il ne faut pas se cacher. François Hollande, Manuel Valls, ils n'ont pas vraiment le choix. Alors, cette semaine, elle s'annonce très périlleuse, voire capitale pour la fin du quinquennat. Soit il capitule et il retire le texte, qui semble peu prévisible. Et dans ces cas-là, en gros, ils n'ont plus qu'à gérer les affaires courantes jusqu'à la fin du quinquennat. Soit il sauve les meubles, et dans ces cas-là, François Hollande pourra dire « j'ai réussi à réformer jusqu'au bout ». Mais l'agenda, vous savez, il se resserre de plus en plus, surtout qu'il y a sur un autre front qui vient de s'ouvrir, c'est au Sénat, la réforme constitutionnelle. Là aussi, c'est un vrai danger pour le gouvernement. Le Sénat examine en commission, puis la semaine prochaine dans l'hémicycle. En cas d'échec des navettes entre l'Assemblée et le Sénat, François Hollande, il va devoir trancher. Et c'est donc là, à partir des semaines qui arrivent, la semaine prochaine, qu'on va voir si la baguette magique bien connue du président de la République va faire son œuvre, à savoir, eh bien, tout simplement l'art
de la synthèse. On verra si elle arrive là à faire consensus pour tout le monde. Oui, et comment bien ne pas ouvrir un nouveau front si on donne satisfaction aux étudiants qui manifestent, comment aussi continuer à donner satisfaction au patronat? C'est toute la difficulté. C'est là où justement où l'art de la synthèse, on va voir s'il réussit à faire ce que on lui prédit depuis des années, à savoir rassembler tout le monde. Ça va pas être facile, parce que donner des gages au MEDEF, comme on l'a fait jusqu'à présent, ou en tout cas au patron, sans aller jusqu'au MEDEF, c'était ce que voulait en tout cas Emmanuel Macron, qui a fait des propositions très fermes pour ce texte-ci. Ils vont avoir lieu dans un autre texte qui s'appelle la loi Sapin 2, qui arrivera à l'Assemblée nationale. Voilà, il a disséminé un petit peu partout dans tous les textes ce qu'il voulait pour ouvrir le champ des possibles. Maintenant, sur le texte de la loi travail, il va falloir faire des consensus, il va falloir faire un travail de sape à l'intérieur de cette loi et voir jusqu'où ils vont pouvoir retirer un maximum de choses pour faire plaisir, entre guillemets, aux syndicats et en tout cas à une partie de la gauche. Ça va être extrêmement difficile, ténu, et après on pourra dire s'ils ont réussi à réformer ou pas. Merci beaucoup pour votre analyse, Mickaël. Je vous le disais en titre, les sénateurs ont encore dit non à la pénalisation des clients des prostituées. Pour en parler, on va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle du Sénat où nous attend Tam Tranui. Il s'agissait, Tam, de la 3e lecture de cette proposition de loi qui décidément n'aboutit pas. Oui, effectivement, 3e et dernière lecture pour le Sénat sur cette proposition de loi qui voit un désaccord profond entre le Sénat de droite et l'Assemblée nationale à majorité de gauche. Désaccord sur 2 points principaux. D'abord sur l'abrogation du délit de racolage passif. Le délit de racolage passif avait été instauré en 2003 par Nicolas Sarkozy. Eh bien, le texte l'abroge, estimant que les prostituées sont avant tout des victimes d'un système qu'il faut aider à sortir. Eh bien, après toutes les navettes parlementaires, finalement, les sénateurs se sont ralliés à cette position. En revanche, eh bien, sur la pénalisation des clients, aucun accord possible. Le texte instaure une contravention de 1 500 € maximum pour tout achat d'actes sexuels. Il s'agit pour les députés de dire que les clients ont une responsabilité dans la mise en place de ces réseaux criminels, mais c'est impossible pour les sénateurs, notamment les sénateurs de droite qui s'appuient sur les associations de prostituées qui estiment avoir une activité volontaire et qui voient dans cette pénalisation des clients une précarisation accrue de leur situation. Alors, véritable désaccord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, mais c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot et qui va certainement examiner ce texte dans les prochaines semaines et rétablir la pénalisation des clients. Merci beaucoup Tam, et on va d'ailleurs retrouver Saveria Rojek, toujours en direct de la salle des conférences du Sénat, pour une réaction avec Chantal Joanneau, présidente de la délégation droits des femmes du Sénat, à ce vote du Sénat. Chantal Joanneau, vous me disiez à l'instant, ce vote, le refus de la pénalisation du client par le Sénat, c'est non seulement un non-sens, mais le texte, d'une certaine façon, libéralise la prostitution. Mais ce sont vos mots à l'instant. Il y a une absurdité totale dans ce vote. C'est que on n'a pas rétabli le délit de racolage, donc l'offre de prostitution est libre. Et en même temps, on ne pénalise pas le client. Donc la demande de prostitution est libre aussi. Ce qui fait qu'on aboutit à ce que souhaitaient les tenants de la prostitution et de la liberté de se prostituer, qui est une libéralisation totale de la prostitution. Ce qui est manifestement pas ce que souhaitaient les sénateurs, mais ce qu'ils ont tous voté, enfin en tout cas ceux qui ont voté le texte, sans état d'âme, sans même réfléchir à ce qu'ils votaient. Qui est l'exact contraire de l'objet du texte d'ailleurs. C'est l'exact contraire de l'objet du texte. L'objet du texte, c'est quand même in fine de faire disparaître la prostitution et c'est quand même l'objectif dans lequel la France s'est engagée il y a très longtemps. On peut demander autour de nous, je connais peut-être une sénatrice qui a clairement dit que ce n'était pas un objectif, mais globalement, tout le monde partage cet objectif. À l'issue du vote, Laurence Rossignol, la ministre des Familles et des Droits des Femmes, a eu des mots durs, des mots lourds. Elle a parlé de recul de l'égalité à haute femme. Elle a parlé d'un vote terriblement régressif par rapport au combat mené depuis 50 ans. La Haute Assemblée mérite mieux que ces votes. Ce sont des mots durs. Hein. Haute Assemblée mérite mieux que cette image régressive qu'elle donne. Complètement. Je reprends complètement parce que c'est pas mon Sénat, c'est pas celui que je connais, c'est pas celui qui porte au contraire une attention toute particulière aux libertés, à la situation des personnes les plus dans la précarité. Donc c'est pas mon Sénat, ça c'est pas celui que je connais et c'est pas celui que j'ai voulu rejoindre et c'est pas les sénateurs que je connais. Un dernier mot. Aujourd'hui, le texte repart à l'Assemblée. C'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot et qui va donc rétablir visiblement la pénalisation du client. Eh ben c'est bien
bien triste parce que moi, je suis un défenseur du Sénat contre l'Assemblée qui, pour moi, n'est qu'une chambre d'enregistrement et qui est trop, justement, dépendante des partis politiques. Et donc, c'est bien triste. Le combat a été perdu. Moi, j'ai laissé tomber cette dernière discussion parce que, de toute façon, je savais bien que ça servait absolument plus à rien. Le combat a été perdu, mais c'est pas mon Sénat. Très bien. Merci beaucoup, Merci. Chantal Joanne, de nous avoir répondu suite à ce vote du Sénat. Merci beaucoup, Saveria. Alors que le Sénat a débuté hier à l'examen d'un texte pour favoriser l'ancrage territorial de l'alimentation, 16 villes de banlieue parisienne ont relevé le défi du manger bio et local. Depuis plusieurs années, elles militent pour fournir les cantines scolaires, mais aussi les maisons de retraite avec des produits issus de l'agriculture biologique ou des circuits courts. C'est un reportage de Géraldine Bavoileau. Du riz de Camargue, des lentilles de Seine-et-Marne, des conserves de légumes, tous ces produits sont biologiques. Chaque jour, 40 000 assiettes sont préparées par le Ciresco à Bobigny. Ce syndicat intercommunal pour la restauration collective est un exemple. C'est la plus grande plateforme de distribution de repas en France et pourtant, pas d'excuses pour faire l'impasse sur le bio. Ces repas sont à destination des enfants dans les cantines et des personnes âgées en livraison à domicile. Aujourd'hui, on arrive à 16 villes qui ont fait le choix de mutualiser leurs moyens de production pour fournir des repas aux enfants, et pas seulement les moyens de production, mais aussi leurs réflexions pour savoir ce qu'on met dans l'assiette. S'il n'y a pas de volonté politique à notre niveau, les choses n'évolueront pas. L'économie faite sur les portions de nourriture est réinvestie dans les produits de meilleure qualité, donc il n'y a pas de surcoût. Dans une période où il y a des contraintes financières dans les collectivités locales, il y a des choix opérés. Le bio a un coût, la santé a un coût, l'éducation a un coût, donc c'est un coût normal. Comment on fait pour dépasser la difficulté? C'est que justement on a une approche de gestion, de réduction des gaspillages. Autre argument des sceptiques du bio, la quantité. Pour l'équipe, le nombre de repas servis ne doit pas nuire à la qualité des produits. Mais aussi pour la collectivité, c'est les approvisionnements. Parce que quand vous faites 500 couverts, je pense que vous pouvez facilement trouver des produits bio. Quand vous faites 40 000 couverts, c'est plus difficile. L'approvisionnement est la clé. Une fois que le produit est trouvé, un partenariat entre l'agriculteur et la plateforme est signé. Le syndicat intercommunal ne plaide pas en faveur d'un quota. 20% d'alimentation bio ne doit pas être un objectif, car il faut aller au-delà. Pour ces acteurs, il y a un nouveau défi à relever, celui de l'agriculture. Elle doit évoluer vers plus de culture biologique. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Joël Labbé, bonjour, sénateur écologiste du Morbihan. Vous êtes à l'origine de cette proposition de loi sur l'ancrage territorial de l'alimentation. On va en parler bien entendu. Joël Guerriau est également sur ce plateau. Bonjour, sénateur UDI-UC de la Loire-Atlantique. Julien Ada est également mon invité aujourd'hui. Vous êtes le délégué général de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France, la FNAB. Et enfin, Éric Le Pêcheur, bonjour. Vous êtes président du réseau Restoco. Il s'agit d'une association qui représente les professionnels de la restauration collective en gestion directe. Joël Labbé, première question pour vous. Le bio, le local, est-ce que c'est possible, mais aussi souhaitable? On l'a vu dans ce reportage. C'est quand même un véritable défi pour les collectivités à relever au quotidien. Oui, alors pour moi c'est possible et souhaitable, mais pour rendre à César ce qui est à César, je ne suis pas l'auteur de cette proposition de loi, c'est Brigitte Allain, députée de Dordogne, qui en a été l'auteur, donc passé en première lecture à l'Assemblée, voté à l'unanimité. Ouais. Et vous avez poursuivi son combat hier au Sénat ? Absolument, porter et essayer de trouver un consensus en trouvant des améliorations possibles, mais hélas, mais uniquement sur les 20% en bio, ça n'est pas passé. C'est un vrai sujet de débat. On a débattu pendant 4 heures sans pouvoir trouver de solution. Je m'en suis pas encore tout à fait remis parce que je trouve ça tellement dommageable. On essaie d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi, avec vous, Joël Guerriau, pourquoi il y a encore autant de réticences, notamment sur cette question du bio, alors qu'on voit bien que la situation agricole, la crise agricole pousse les consommateurs et on incite les consommateurs à acheter français notamment. C'est pas tant le bio qui fait réticence que le fait de vouloir fixer des normes, fixer des seuils dont on n'a pas objectivement la raison d'être
Pourquoi tel seuil, pourquoi 20%, pourquoi pas 30%, pourquoi pas 40% et pourquoi pas 10%? Honnêtement, c'est pas ça le sens de notre histoire. Le sens de notre histoire, c'est faire de la qualité et faire en sorte que le repas qui est servi dans les écoles, dans le milieu scolaire, soit un repas de qualité, où on ait des produits frais, où on ait des produits bio, où on ait des produits qui soient pas, où il n'y ait pas d'OGM. Ce sont des choses qu'on peut mettre dans les cahiers des charges. Et c'est ce que nous faisons déjà. Donc pourquoi faire une loi si ce n'est pour changer quelque chose, alors que la raison évidente aujourd'hui, c'est que les choses se font déjà. On a déjà des pratiques dans nos collectivités, il suffit de regarder de plus près, vous l'avez montré par un film à l'instant, on voit très bien qu'il existe des initiatives, parlons-en, partageons nos bonnes pratiques, et c'est ce que nous faisons nous en tant qu'élus locaux. C'est par des quotas qu'on fait bouger les choses aussi peut-être. Comment ? C'est par des quotas aussi qu'on fait bouger les choses parfois. Je ne crois pas, je pense que les quotas n'ont pas que du bon, et au contraire, je pense que les quotas déresponsabilisent quelque part, dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui se font, et j'aimerais bien qu'on revienne sur la réalité de nos terrains, et non pas sur l'idée qu'on s'en fait au niveau national. Julien Hadda, est-ce que vous comprenez l'attitude des parlementaires ? On voit qu'il y a eu beaucoup de réticences ici, notamment au Sénat, pour faire adopter les dispositions de la députée, Brigitte Allain. On comprend et on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on peut comprendre effectivement que les collectivités aient une libre administration et décident elles-mêmes d'être innovantes. Nous, on travaille avec des centaines de collectivités sur tout le territoire et on fait avancer les collectivités dans l'introduction des produits bio. Donc on sait le pouvoir d'initiative et d'expérimentation qu'elles ont. C'est assez remarquable. On travaille avec elles. Mais il était aussi très important de fixer une orientation législative parce que gouverner, c'est donner des orientations. C'est ce qu'a dit aussi le reportage. Il faut une volonté politique. Aujourd'hui, je suis obligé de dire devant vous ici que nous avons 20 plateformes organisées par les producteurs en France qui sont en sous-commande de produits biologiques. En sous-commande. Nous avons converti 220 000 hectares en un an. Il y a des milliers d'agriculteurs qui se convertissent en situation de crise agricole à la bio pour trouver une solution structurelle à leurs problèmes. Et là, la Haute Assemblée nous dit, désolé, on ne fixe pas d'orientation de progression sur la bio et on masque cet objectif sur la bio. Au moment même où les citoyens veulent la bio, les agriculteurs sont dans une crise et nous, on est en sous-commande de la part des collectivités. C'est incompréhensible. Alors peut-être la réponse d'Éric Lepêcheur, est-ce que c'est si difficile que ça de se fournir en bio aujourd'hui en France et pourquoi y a-t-il cette opposition à l'introduction d'un quota de 20% dans la restauration collective ? Je crois qu'un dogme de fixer 20%, 30 ou 40, comme ça a été dit, n'a aucun sens, puisqu'on doit tenir compte aussi des systèmes de production qui existent aujourd'hui sur le territoire, avec des productions qui sont très variables d'une région à une autre. Donc là encore, je crois qu'il faut plutôt aborder la chose d'une manière plutôt pragmatique, réaliste. Nous, on est évidemment pour aller vers des produits plus qualitatifs. Encore faut-il définir ce qu'est la qualité. Le bio n'est pas le seul produit de qualité. Et à partir de là, au-delà de fixer des normes et des objectifs, c'est plutôt de définir le comment on peut y aller. Et là, nous, on est prêt à travailler avec l'ensemble des sénateurs, des députés, pour faire en sorte que nous puissions mettre en place les conditions. Oui. Mais qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce que vous appelez le problème de conditions d'accès Les conditions sont variables suivant la filière, puisque dans la filière, vous avez finalement 3 acteurs. La production, l'agriculteur, la distribution, celui qui va transporter, transformer les produits, et puis le restaurateur. Et à chaque maillon de la chaîne, il y a effectivement des problématiques qui se posent. Et je crois qu'il faut véritablement aborder ces problématiques pour les régler d'une manière logique. Et c'est aujourd'hui pas suffisamment fait à mon goût. Bien sûr, il y a des avancées, il y a des guides qui ont été faits par M. Le Foll, il y a un certain nombre de choses qui ont abouti. Mais ce n'est pas suffisamment pertinent pour faire grandir le volume de produits que nous aurons en face de nous à un prix abordable. Ouais. Parce qu'effectivement, on est aussi sur cette problématique. Ce n'est pas la seule, malheureusement, puisqu'on est aujourd'hui, nous, devant la communauté européenne, parce qu'on a effectivement explicitement dit, et on s'est engagé d'ailleurs fortement, sur le fait que nous souhaitions des produits français. Nous n'avons pas le droit de mettre dans nos cahiers des charges ces indications géographiques. Alors, Joël Labbé peut-être, et je vous donnerai la parole, Joël Guerriau. Beaucoup de choses ont été dites déjà. Il y a notamment cette question du prix. C'est compliqué aujourd'hui d'offrir une alimentation de qualité issue de l'agriculture biologique ou des circuits courts à un prix correct, notamment pour les cantines scolaires ? Là, d'abord, sur le bio, c'est en partie le bio. C'est un élément sur 5, 20% seulement. Et en travaillant, les collectivités qui y ont réussi ont travaillé sur d'autres aspects, notamment le gaspillage alimentaire. En moyenne, 30% de gaspillage alimentaire. Ce gain, justement, en coût de repas,
D'abord, il y a l'éducation à l'anti-gaspillage, c'est drôlement important, mais le gain en coût, alors il y a une commune exemplaire, c'est Mouansartou, qui le démontre qu'ils sont arrivés à un prix moindre en travaillant sur ces aspects-là, tout en étant en cuisine bio. L'objectif de la loi, c'est pas de la cuisine bio, c'est un objectif de 20%. Seulement 20%. On a un vrai problème avec le bio en France et depuis longtemps, c'est un mot pour la pensée dominante qui ne va pas bien. Pourquoi on a voulu mettre ces objectifs? Parce que lorsque vous dites mais il n'y a pas besoin d'objectifs, pourquoi on accepte 40% de local? C'est bien un objectif. Alors parmi cela, avoir 20% de bio. Pour arriver à un consensus, hier, j'ai même proposé que soient inclus les produits issus de surfaces agricoles en conversion, pour essayer vraiment, et même ça ne passe pas. Alors au résultat, la France est quand même 17e au rang européen en pourcentage de surface agricole bio. Il y a de la demande, parce que là, le levier qu'on souhaite actionner, c'est la restauration collective, mais globalement, les consommatrices et consommateurs souhaitent consommer bio. Mais pour que les filières se développent véritablement, il faut qu'il y ait cet appel. Donc c'est un levier, c'est très regrettable. Enfin moi je pense quand même de toute façon que les choses vont se faire, les territoires vont s'organiser, mais je regrette vraiment, le Sénat hier serait vraiment sorti grandi en... Joël Guerriau, que Oui. répondez-vous à Joël Labbé? Et je rappelle ce qui a été aussi expliqué, c'est vrai que certains agriculteurs pour sortir de la crise se convertissent au bio et visiblement on ne leur tend pas la main. Mais moi, je suis d'accord avec Joël Labbé. On est d'accord sur la question de l'importance de la qualité et du bio. Le sujet, il n'est pas à ce niveau-là. Il y a aujourd'hui, chaque jour, 6 millions de repas qui sont servis dans la restauration scolaire. 6 millions. Ça représente plus d'1 milliard par an. Il y a évidemment un prix de revient. Le prix de revient d'un repas, ça aussi, en fonction des collectivités. Ça peut être relativement faible. En moyenne, c'est 8 euros. C'est un peu moins de 8 euros en France. Pour certaines collectivités, on arrive à des montants qui sont élevés. Moi, je suis sur un montant qui approche les 10 euros par repas. C'est ce que me coûte un repas. Et les parents, au maximum, c'est 3,50 €. Ça peut être 20 centimes selon le quotient familial. Voilà la situation dans laquelle je me trouve. Quand j'en parle à mes collègues maires, et on en a parlé lundi dernier en conseil d'administration des maires de Loire-Atlantique, ce sujet a été évoqué entre nous. Et quand on parle du prix de revient, les maires sont forcément inquiets du prix de revient du plateau qu'ils servent au niveau des enfants. Croire et laisser entendre qu'aujourd'hui, les élus n'ont pas pris la responsabilité de faire en sorte d'optimiser leurs chances, les conditions de qualité des plateaux repas. Je ne crois pas. Il y a des tas de textes, il y a des tas de lois qui nous imposent des grammages, qui nous imposent des conditions de service des repas, qui nous imposent justement de faire en sorte que l'enfant soit dans des conditions sanitaires de santé qui préservent justement la qualité, qui lui permettent de rester attentif à la sortie du restaurant dans les cours, qui lui permettent d'éviter des phénomènes d'obésité, etc., etc. Donc on a beaucoup de mesures qui sont déjà enclenchées. Et si je vous donne des chiffres et qui sont réels, je prends par exemple les cas de ma commune, on a 27% de bio dans l'alimentation servie aux enfants, mais aussi tout ce qui est les produits frais. Nous, on est à Nantes, eh bien on fait de la mâche. Eh bien, la mâche, on va la chercher au plus près. Quand on parle des circuits courts, Et malgré ça, vous n'arrivez pas à avoir un prix de revient inférieur à ce que vous nous disiez à 10 €. C'est très difficile dès l'instant où vous partez sur des produits qui sont des produits évidemment relativement coûteux sur le marché. Évidemment, vous avez un impact sur la fabrication des produits. Mais l'objectif, il n'est pas tant d'arriver au moindre coût. L'objectif, c'est d'arriver à la qualité attendue dans la proximité des produits que l'on va consommer. Quand on me parle qu'il faut se fixer 40% sur le marché de proximité, mais on l'a déjà largement dépassé dans la plupart des cas. Puisqu'on est sur de la nourriture, sur de l'alimentation. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai 17 lots sur ma commune. Sur les 17 lots, les 17 proviennent de France. Le plus éloigné est dans le Bas-Rhin et la plupart, il y en a 8 en Loire-Atlantique. 8 sur 17. C'est-à-dire que l'essentiel de l'alimentation qui est servie dans nos écoles vient de Loire-Atlantique ou ou des plus proches départements. Donc on a déjà résolu la problématique des circuits Julien courts. Haddad, vous êtes sensible à ces arguments et notamment en ce qui concerne le prix. C'est difficile pour les collectivités, pour les maires, à la fois d'apporter de la qualité à un prix bas pour les familles. Alors, nous sommes des acteurs de terrain. On travaille tous les jours avec des collectivités, en particulier en Loire-Atlantique. Vous connaissez peut-être Manger Bio 44, qui est une plateforme de producteurs. Nous sommes acheteurs de Manger Bio. Eh bien, c'est parfait. Ce sont des producteurs organisés localement qui fournissent les collectivités. Alors, nous avons travaillé, contrairement à ce que disait monsieur, je pense que la question du dogmatisme, je ne sais pas où il faut la placer, nous travaillons sur tous les leviers techniques et pratiques de l'introduction des produits bio. Et c'est une formidable outil d'expérimentation pour les collectivités qui découvrent une capacité d'agir. Elles ne découvrent pas des normes et des contraintes supplémentaires, elles redécouvrent des capacités d'agir dans leur cuisine. Et ça, nous travaillons sur la question du prix, c'est-à-dire des grammages, des modes de cuisson,
des régimes alimentaires, de l'approvisionnement. On travaille aussi sur la découverte des filières locales, avec donc il y a tout un volet éducatif qui rentre en compte. On travaille également sur toutes les dimensions de commande publique et d'allotissement. On connaît aujourd'hui les techniques d'allotissement qui permettent d'éviter ce que vous disiez, monsieur. Et ça, on y travaille depuis des années. Les collectivités qui travaillent avec nous sont là. Et on travaille surtout les enjeux de formation des personnels. Et là, je voudrais dire quelque chose d'important. Nous avons créé un réseau de formateurs pour les cuisiniers, logisticiens, etc. Dans la suite du Grenelle, notamment, et soutenu par le ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, on a formé quasiment 1000 agents de la fonction publique territoriale dans ces formations. Pas un seul agent de l'État. Pas un seul agent de l'État. Donc ça veut dire que la question de l'orientation par la loi, c'est la question de la volonté politique. Et s'il n'y a pas de volonté politique, nos formations ne seront pas remplies et nos commandes ne seront pas au rendez-vous. Avant de vous redonner la parole, Joël Guerriau, une réaction, Éric le pêcheur. Qu'est-ce que ça changerait, vous, si on imposait finalement ce quota de 20% de bio dans la restauration collective? Je crois qu'on avait déjà 20% de bio dans la restauration collective. Est-ce qu'on a atteint les 20% de bio dans la restauration collective? Moi, je trouve qu'effectivement, quand je parle de dogme, c'est-à-dire l'idée d'aller vers un objectif qui est difficile, c'est, à mon avis, facile. Ce qui est peut-être plus difficile, et c'est ce qu'on attend finalement de nos élus aussi, c'est un peu plus de courage. Un peu plus de courage parce que, et vous l'avez dit tout à l'heure, le prix est quand même la variable importante. Je prends l'hôpital, un hôpital que je connais, ils ont 2,20 € pour un repas, plus le petit déjeuner. Ils ont fait une économie de 200 000 €. On leur a récupéré les 200 000 € parce qu'ils ont fait moins de gaspillage. Et puis, on a utilisé ces 200 000 € pour répondre à d'autres dépenses de l'hôpital. Vous voyez, c'est là où je dis, on est d'accord sur l'objectif tous autour de la table, mais c'est comment peut-on l'atteindre et comment peut-on mettre en place concrètement, avec des élus, les objectifs qu'ils sont fixés, qu'ils se sont fixés d'ailleurs, ou qu'ils peuvent se fixer. Et là, c'est là où on n'est pas totalement en adéquation. Nous, finalement, nous ne sommes pas des décideurs, on est des prescripteurs, mais quand on nous demande de faire, on voudrait bien nous donner les moyens de faire, puisque c'est aussi notre responsabilité. C'est notre double responsabilité, parce que je suis membre des interprofessions, Interbev, Interfel et Inaport, donc je soutiens évidemment tous ces acteurs. Je suis d'ailleurs aussi partenaire de la FNAP, donc on est vraiment totalement dans cette adéquation. Mais là où on n'est pas tout à fait d'accord, c'est comment on va obtenir ce résultat? Et c'est sur ces objectifs-là que je voudrais travailler. Et là, en fait, on serait plutôt en phase si on arrive à se mettre autour de la table et à y travailler sur des volumes. Je répète, sur des volumes. Parce que, excusez-moi, mais un fait important, la restauration collective, en France, se livre par les distributeurs, les transformateurs et les mines à hauteur de 70%. Ce n'est pas les circuits courts de proximité qui vont nous permettre de nourrir 3 milliards de repas par an. Je ne mets pas en opposition d'ailleurs tous les circuits. Je dis commençons par le plus pertinent, celui qui est le plus durable, pour augmenter les volumes. Et c'est comme ça qu'il devrait réfléchir. Vous avez parlé de volonté politique, tout est là, la volonté politique, et qui, à mon sens, doit maintenant être une volonté politique nationale. C'est notre rôle. Alors que sur les territoires, chez toi, c'est exemplaire. Sur les territoires, des choses se mettent en place. 27% de bio, mais il y en a combien en France? Il y en a suffisamment pour dire, ils ont montré l'exemple, ça peut se généraliser. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux productions? C'est que, ça a été dit tout à l'heure par Julien Haddad, la FNAB, à savoir, il y a des capacités de production, mais il manque de demande. Ce qu'il faut faire, et avec une volonté politique, c'est structurer la demande, la commande, de telle sorte que la production puisse mieux se structurer, et ça suppose de planifier, parce qu'un agriculteur, par rapport à ses commandes, il va falloir qu'il sème, donc il faut véritablement planifier la commande également, c'est mettre tout cela en adéquation, et l'objectif de cette loi, qui est une loi qui pour moi est très noble, parce qu'il y a des objectifs, mais pas de sanctions. Alors on ne peut pas parler de normes, justement, c'est se donner des perspectives et se donner les moyens d'y arriver, donner au territoire les moyens d'y arriver. On en a très largement les moyens. Eh bien, merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Il est 15h35 sur Public Sénat. Tout de suite, le rappel des titres. Après la mobilisation contre la loi travail, le gouvernement multiplie les gestes en faveur de la jeunesse, surtaxe des CDD, l'UNEF reçu demain à Matignon, tandis que François Hollande est en déplacement dans une usine de Seine-et-Marne pour vanter son dispositif d'embauche dans les PME. Nouvelle étape dans l'affaire Vincent Lambert, ce tétraplégique en état végétatif depuis 2008. La justice vient de confier sa tutelle à son épouse. Un nouveau bras de fer s'annonce entre elle et ses beaux-parents, partisans de son maintien en vie.
Le Sénat redit son opposition à la pénalisation des clients de prostituées. Pour la troisième fois, les sénateurs ont refusé de voter une disposition qui sanctionne de 1 500 € d'amende les clients pris en flagrant délit. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct, Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de dérouler tous ces titres, on a appris la mort de Claude Estier, ancien sénateur de Paris de 1986 à 2004. Il avait présidé le groupe socialiste du Sénat pendant 16 ans. Je vous propose de l'écouter. Il évoque notamment la campagne de François Mitterrand. C'était sur notre plateau le 6 mai 2011. François Mitterrand avait la volonté, depuis très longtemps, d'accéder au pouvoir. Il a su, après les avoir condamnés, il a su utiliser les institutions de la Ve République. Et je crois qu'il a montré cette volonté à travers toutes les difficultés. Vous savez, moi j'ai participé au congrès d'Épinay en 1971. Ouais. Nous avons gagné d'une courte tête face à Guy Mollet. Et nous étions tout heureux de cette victoire. Et François Mitterrand nous a dit non, mais attendez, il y en a maintenant pour 10 ans. Mmh. C'était en 71 et c'est en 81 qu'il est devenu président de la République. Et pendant ce temps-là, il y a eu des hauts et des bas, mais toujours cette volonté de ne jamais céder, de tenir bon, comme nous avions dit. Tenir bon, ça a été vraiment le... Alors, la force tranquille, c'était une image un peu publicitaire, si vous voulez. Bien sûr. Mais sur le fond, ça a été la volonté de tenir en dépit de tous les obstacles, en dépit de toutes les adversités. Dans le reste de l'actualité au Sénat, l'examen d'une proposition de loi sur l'économie bleue. C'est un texte décevant pour le rapporteur Didier Mandelli. Pour en savoir plus, on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat. Alors de quoi s'agit-il, Tam? Oui, quand on parle d'économie bleue, on parle d'économie maritime. C'est un secteur d'avenir si l'on songe aux biotechnologies, à l'exploration des fonds marins ou encore à la recherche. Autant de dimensions parfaitement absentes de ce texte selon le rapporteur Didier Mandelli. De fait, la France a beau répéter qu'elle a le deuxième domaine maritime mondial, c'est grâce à l'outre-mer, certains disent même le premier, eh bien elle est restée coincée au 19e siècle. Alors je dis coincée au 19e siècle, je suis gentille, pour être 17e, certains sénateurs estiment que la France n'a plus de stratégie maritime depuis Colbert ou encore Richelieu. Alors un exemple bien d'aujourd'hui, celui-là, mis à part le port du Havre, la France est par exemple très en retard sur l'automatisation de ses ports, une automatisation qui permet de coûter moins cher, d'aller plus vite. Mais le problème, c'est que cela réclame des investissements alors que les caisses de l'État sont vides. Cela réclamait également de se confronter à la situation des dockers et de faire évoluer toute cette profession. Et pendant ce temps-là, eh bien, la Chine ou encore les États-Unis investissent des milliards et se positionnent sur ce marché d'avenir. Alors, on voit ce que ce texte n'est pas. Qu'est-ce que c'est alors? Eh bien, c'est un empilement de mesures de simplification administrative. C'est utile, mais ce n'est pas suffisant pour la droite qui votera cependant favorablement à ce texte. Pas de quoi transformer l'impuissance maritime française en puissance maritime. Merci Tam pour cette analyse. Au lendemain des manifestations, le gouvernement est-il prêt à lâcher du lest? Myriam El Khomri, la ministre du Travail, envisage une surtaxe des contrats à durée déterminée. Le détail de ces annonces avec Sophie Normand-Couturier. C'est une demande réitérée par tous les syndicats à chaque négociation sur l'assurance chômage, la taxation des CDD. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, l'a réclamé encore fin janvier. La piste est bien sur la table des négociations, confirme la ministre du Travail. C'est sur la table et ça relève des partenaires sociaux, puisque c'est eux qui négocient. La proposition existe, elle est portée par certains partenaires sociaux dans le cadre des négociations autour de l'assurance chômage. Et je dis, c'est en corrélation avec ce projet de loi qui vise à réduire la précarité et encourager le CDI. Et les débats s'annoncent houleux. La CGPME s'y oppose fortement. Le syndicat des patrons des PME dénonce une augmentation du coût du travail qui pénaliserait la création d'emplois. Autre concession que s'apprêterait à faire le gouvernement, l'abandon de l'allongement du temps de travail des apprentis. L'avant-projet de loi travail prévoyait de passer de 35 à 40 heures par semaine. Myriam El Khomri, qui se dit inscrite dans une démarche de dialogue et d'écoute, serait prête à l'abandonner également. Et l'offensive du gouvernement ne s'arrête pas là. Cet après-midi, François Hollande se rend dans une entreprise de Seine-et-Marne pour défendre son dispositif embauche PME. Ce matin, Manuel Valls réunissait les ministres pour déminer le terrain social. Quentin Calmi.
À Matignon, autour du Premier ministre, comme tous les 15 jours, tous les ministres et secrétaires d'État. Une réunion aujourd'hui entièrement consacrée à la loi travail. Déminer cet épineux dossier étape par étape, en apaisant, en calmant le jeu, comme le précisent les équipes de Manuel Valls. Première étape, convaincre les représentants des organisations de jeunesse, dont l'UNEF. Le Premier ministre va recevoir les organisations de jeunesse assez rapidement d'ailleurs pour pouvoir... Pour pouvoir continuer le dialogue avec elle, il y a en effet de la part du gouvernement une volonté d'être à l'écoute, de répondre encore une fois aux inquiétudes des jeunes. Depuis plusieurs semaines, la majorité est en situation de crise, y compris au Sénat. Cette image filmée hier n'est pas anodine. Luc Carvounas, bras droit de Manuel Valls au Sénat, et Frédérique Espagnac, sénatrice proche du président de la République. C'est le moment de la mise au point sur la ligne entre pro-Hollande et pro-Valls. Mais la mise au point, il n'y a pas besoin de mise au point, puisque nous sommes en phase depuis maintenant le début de ce quinquennat, donc j'ai aucun problème. Donc au contraire, c'est une ligne politique qui tient bien la barque gouvernementale. Redresser le cap de la barque gouvernementale. Changement de ton ce matin, selon Frédérique Espagnac, c'est François Hollande qui rectifie le tir. Le président de la République écoute en tout cas et regarde ce qui se passe. Je crois que lui-même avait demandé au Premier ministre de retarder de 2 semaines la présentation du texte en Conseil des ministres. Donc je pense que le président, de ce point de vue-là, a pris les décisions qui s'imposaient. Maintenant, au Premier ministre et son gouvernement de faire un certain nombre de propositions. Et puis de toute façon, le président aura le dernier mot. Matignon qui promet d'importantes modifications au projet de loi. Des modifications très attendues et annoncées lundi. Le gouvernement est-il en train de reculer avec l'annonce d'une surtaxe des CDD? Il pourrait satisfaire les demandes des étudiants, mais allumer un nouveau feu sur le front entreprise. Pour en parler, l'invité du face-à-face, Jean-Pierre Crouzet, il répond à Oriane Mancini. Bonjour Jean-Pierre Crouzet. Bonjour. Alors ce matin, Myriam El Khomri a annoncé qu'une des pistes étudiées par le gouvernement était la surtaxation des CDD. Est-ce que c'est un point sur lequel vous êtes prêt à discuter? Écoutez, nous sommes prêts à discuter, mais je crois que ce dont il faut prendre conscience, c'est que si aujourd'hui nous avons beaucoup de CDD, c'est qu'il y a un problème de blocage dans les CDI. Et tant que nous n'aurons pas réglé ce problème-là, je crois que nous n'aurons rien réglé. Attention à la surtaxation, parce que le coût du travail est déjà très élevé en France. Attention à ne pas l'amplifier. Mais vous allez le discuter quand même? Nous sommes prêts à discuter. Vous savez, c'est par le dialogue, je pense, que l'on peut avancer. Est-ce que c'est la bonne solution de cette surtaxation pour enrayer ce recours au contrat court? Alors, je ne le pense pas. Alors, tout en sachant que le CDD doit rester un contrat à type exceptionnel. Mais pourquoi aujourd'hui? Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas actuellement, puisque c'est la seule porte de sortie aujourd'hui pour éviter les faillites des entreprises. Et est-ce que vous, personnellement, vous représentez, l'UPA représente 1,3 million de PME, je le précise. Est-ce que vous craignez, vous, d'embaucher en CDI à l'heure actuelle? Oui, les chefs d'entreprise le craignent, parce que vous savez qu'il y a une instabilité aujourd'hui dans l'activité, et les conséquences qui sont celles, malheureusement, lorsqu'il y a une baisse d'activité, de se séparer d'un salarié. On ne se sépare pas d'un salarié de gaieté de cœur. Je rappelle également que nous n'en aurons pas assez. Donc, nous manquons de déficit, nous sommes en déficit de compétences professionnelles, et que lorsque l'on veut trouver un salarié, bien souvent, il faut aller chercher chez son collègue. Donc, c'est aussi un paradoxe. Donc, c'est un phénomène qu'il nous faut régler sur cette baisse d'activité, encore une fois, avec le coût que ça engendre, parce que les entreprises n'ont pas la trésorerie. Encore une fois, le coût est beaucoup trop élevé. Alors, je ne cherche pas, je dirais, à ce que nos salariés soient défavorisés par rapport à d'autres. Il y a certainement une réflexion en parallèle qui est celle de la fiscalité. Vous avez été reçu, Jean-Pierre Crouzet, hier par Manuel Valls, comme toutes les organisations syndicales et patronales. Sur quel point avez-vous insisté à Matignon? On a surtout insisté, alors on a insisté sur plusieurs points bien évidemment, mais sur l'article 20 qui est celle de la représentativité patronale. Nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui dans cet avant-projet de loi ce qui est présenté. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une loi du 5 mars 2014 qui a été votée et qui n'a pas été discutée. Jusqu'à ces derniers jours où l'on a appris par la presse un accord de MEDEF-CGPME et que cette représentativité serait changée en fonction du nombre de salariés dans l'entreprise. C'est complètement contraire à ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, donc, et on se demande pourquoi le gouvernement ne reste pas sur l'avis du Conseil constitutionnel et prend acte d'un accord dont nous n'avons pas été consultés, dont nous n'avons pas participé,
en référence à un nombre de salariés dans l'entreprise. Pour nous, c'est inacceptable. Et que vous a répondu le Premier ministre sur cet article 20 ? Qu'il allait regarder en tant que tel. On peut s'interroger pourquoi ça y figure et qu'il allait naturellement y regarder parce qu'il y avait un accord entre deux organisations. Et je n'ai pas manqué de lui rapporter que nous avions, nous aussi, avec la CGPME, après la loi de 2014, trouvé un accord avec la CGPME pour dire qu'aucune des trois organisations devait être majoritaire à elle seule. À quoi ça servirait d'ailleurs si une seule organisation a le pouvoir et l'hégémonie sur l'ensemble des autres. Est-ce que sur ce point, vous allez demander aux parlementaires de déposer des amendements ? Oui, nous allons solliciter tous les parlementaires parce que c'est excessivement grave. Et le Conseil constitutionnel l'avait bien compris parce que les entreprises doivent être reconnues en tant que telles. 98% des entreprises dans notre pays ont moins de 50 salariés. Et les vagues de licenciements, ce ne sont pas dans l'entreprise qu'elles se procurent. Il y a des possibilités de création d'emplois qui existent, mais il faut rendre le Code du travail plus lisible, plus simple, et c'est ce que nous demandons. Et si vous n'êtes pas entendu par les parlementaires, par le Premier ministre, est-ce que vous envisagez d'attaquer devant les tribunaux cette réforme sur ce point ? Nous attaquerons à tous les points. Vous savez que aujourd'hui, la situation est compliquée. Nos chefs d'entreprise ne comprennent pas qu'on fasse toujours référence à la macro-entreprise et pas à nos entreprises qui sont porteurs d'avenir pour nos jeunes en particulier, et nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas opposés aux grandes entreprises. Elles sont complémentaires et j'ai toujours plaidé la complémentarité des unes par rapport aux autres. Mais on ne peut pas ignorer ceux qui forment les jeunes aujourd'hui, ceux qui créent de l'emploi, ceux qui apportent de la richesse et ceux qui font de l'investissement. Jean-Pierre Crouzet, la loi El Khomri favorise l'accord d'entreprise. Or, pour vous, l'accord de branche doit primer sur l'accord d'entreprise. Pourquoi ? Oui, parce que, je le disais à l'instant, nos entreprises sont des petites structures. Et nous n'avons pas de DRH au sein de nos entreprises, nous n'avons pas de conseillers, et il faut aller sur la simplicité. La simplicité, elle passe par l'accord de branche. Ce sont les accords de branche qui connaissent le mieux l'entreprise et qui permettent l'égalité entre tous les salariés de nos entreprises. Nous sommes attachés à l'égalité dans l'entreprise. Et les accords d'entreprise ne sont pas faits pour nos types d'entreprises en tant que telles, si nous voulons véritablement ramener la confiance, encore une fois. Et sur ce point des accords d'entreprise, accords de branche, vous espérez là aussi des évolutions du Premier ministre ? Nous espérons des évolutions parce que si on regarde un peu ce qui a pu se faire sur ces accords de branche, eh bien, nous avons connu des grandes évolutions qui ont pu se faire. Et si on casse ces évolutions-là, c'est la jungle qui s'exprimera et à partir de là, ça sera bon pour personne. Je crois que c'est ce qu'il faut prendre conscience. Encore une fois, que des accords d'entreprise existent. Vous savez, il y en a eu 40 000 l'année dernière, accords d'entreprise. 40 000, ce qui ne veut pas dire 40 000 entreprises sur 1 300 000 entreprises. Donc c'est vraiment très très minime. Donc faisons confiance aux accords de branche avec les partenaires sociaux et je pense qu'on sera dans la bonne direction. Alors l'un des points de blocage de ce texte, c'est le barème et le plafond des indemnités prud'homales en cas de licenciement. Est-ce que selon vous, il faut revoir le barème de ces indemnités ? Alors ce qu'il faut revoir, c'est la forme et le fond. Aujourd'hui, une entreprise peut être condamnée pour un problème de forme, pour un problème de procédure et on n'examine pas le fond. Ce que nous réclamons depuis longtemps, c'est de faire la part des choses. S'il y a faute, elle est inexcusable, mais on la regarde. Or, s'il y a une erreur dans la procédure d'un envoi d'un courrier avec une différence d'une journée, par exemple, eh bien, aujourd'hui, c'est la sanction totale qui tombe. Donc, il faut regarder la forme et le fond, c'est ce que nous réclamons. Donc, il faut aller au-delà du barème et du plafond des indemnités ? Alors, non, parce que déjà, le barème, il est déjà maximum et nos entreprises devrait, et c'est là j'en reviens à la fiscalité, pouvoir faire des provisions sur les risques qui sont à courir parce qu'il n'y a aucune raison de pénaliser un salarié en tant que tel. Mais nos entreprises n'ont pas les moyens de répondre aujourd'hui aux textes tels qu'ils sont en matière prud'homale. Donc je ne sais pas où se situe le niveau. En tant que tel, il doit y avoir là aussi égalité entre tous les salariés, mais à condition que l'entreprise puisse y répondre et que l'entreprise ne soit pas à même à mettre la clé sous la porte parce qu'elle n'a pas les moyens, elle n'a pas la trésorerie, elle n'a pas les fonds propres. Je rappelle que ces entreprises sont dirigées par des chefs d'entreprise qui ne sont pas des salariés. Et les revenus de nos entreprises ne permettent pas de répondre aujourd'hui aux exigences prud'homales lorsque malheureusement il y a un litige. Je dis bien malheureusement parce qu'il n'est jamais souhaité. Jean-Pierre Crouzet, lundi, Emmanuel Valls doit faire ses annonces sur les modifications qu'il entend apporter à ce texte. Est-ce que vous craignez un recul du gouvernement ? Écoutez, moi, par nature, je suis optimiste. Donc, je suis un républicain, je crois à la bonne foi, je crois que quelque part, ça serait une erreur de faire un recul. Je pense que des aménagements sont nécessaires. Peut-être n'y a-t-il pas eu assez de concertation, mais j'ai toujours espoir que l'intelligence l'emporte. Merci beaucoup, Jean-Pierre Crouzet.
Merci Oriane, merci Jean-Pierre Crouzet. Vaste campagne de recrutement pour les réservistes, annonce de Jean-Yves Le Drian dans un contexte de menaces terroristes inédites. Le détail de ces annonces avec Stéphane Amalian. Leur nombre ne cesse de croître depuis janvier 2015. Les réservistes seront 40 000 à l'horizon 2018 contre 28 000 actuellement. Une augmentation due aux attentats de 2015 et voulue par le gouvernement. Jean-Yves Le Drian a annoncé aujourd'hui l'augmentation des moyens alloués à la réserve. Le budget annuel devrait augmenter de 77% d'ici 2018. Il était de 71 millions d'euros en 2012, il passera à 125 millions en 2018. Un effort budgétaire salué par la classe politique. C'est un effort en tous les cas tout à fait conséquent et nous approuvons tout à fait ce choix de la part du ministre de la Défense parce que ça va donner des moyens. Je pense que c'est un budget qui devient significatif dans une contrainte budgétaire que nous connaissons tous. L'idée, soulager les forces armées sollicitées par l'opération Sentinelle alors que 25 opérations extérieures sont en cours. 1000 réservistes mobilisés par jour, c'est l'objectif que s'est fixé le gouvernement, 3 fois plus qu'avant les attentats. Du côté de la police nationale, les volontaires affluent également. Un concours exceptionnel de gardiens de la paix débute aujourd'hui même pour renforcer les forces de sécurité intérieure. Le nombre de participants y est très élevé, 2000 postes sont à pourvoir. Je vous le disais en titre, le Sénat a redit son opposition ce matin à la pénalisation des clients des prostituées. Retour sur cette séance avec les meilleurs extraits sélectionnés par Nadia Belromari. Il s'agit à travers la pénalisation du client d'accompagner un véritable changement sociétal. Certes, les coupables sont évidemment les proxénètes et les réseaux, mais les clients doivent être aussi conscients de leurs responsabilités. Cette sanction posera un interdit et permettra d'indiquer clairement que l'achat d'un acte sexuel n'est pas une pratique normale ou banale et que tout cela doit cesser. On ne peut dédouaner le client de sa responsabilité car c'est bien lui qui crée la demande sur ce marché. En indiquant clairement aux personnes achetant des actes sexuels qu'elles participent à une forme d'exploitation, nous voulons faire reculer cette demande. Ainsi, l'article 16 que nous souhaitons rétablir est indispensable à l'équilibre et à la cohérence du texte. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France en disposant concrètement que nul n'est en droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité, ni de disposer du corps d'autrui pour lui imposer un acte sexuel par l'argent. Bref, en posant les règles relatives à l'interdiction de l'achat d'actes sexuels, cet amendement tend pour la première fois à agir sur la demande en la considérant comme responsable du développement de la prostitution et des réseaux d'exploitation sexuelle. Il s'agit selon nous d'une avancée significative qui permet aussi de progresser sur une problématique chère à nos yeux, l'égalité entre les femmes et les hommes, en portant un grand coup à ce fléau, cette violence extrême faite aux femmes que constitue la prostitution. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut justifier le fait de laisser les choses en l'état, c'est-à-dire en ne pénalisant pas le client, en ne le responsabilisant pas, au nom d'arguments tels que nous les avons entendus, nous laissons faire un système criminel qui est le système prostitutionnel. On a vu, et ça je crois qu'on le partage, qu'il y a 3 protagonistes, les prostituées, les proxénètes et les clients. Et on dit, ah non, il ne faut pas toucher aux clients parce que de toute façon, sinon, ça va déclencher des choses qui vont être négatives. Mais je crois que c'est une méconnaissance de la réalité du système prostitutionnel que le mouvement du Nid d'ailleurs appelle système prostitueur, et je trouve que le mot est bien donné. Et c'est le fait qu'on est quand même ici au Sénat pour légiférer, pour essayer de faire bouger les choses, pour améliorer la situation des personnes prostituées, et donc on reste dans un état d'inertie. Donc c'est pourquoi je redéfends à nouveau cet amendement. Je suis perplexe quand j'entends les mêmes qui ont voté ou dont la formation politique a voté et porté il y a une dizaine d'années le délit de racolage, s'émouvoir aujourd'hui que la pénalisation du client risquerait d'accroître l'isolement des personnes prostituées. Il y a là une contradiction assez grande. Le délit de racolage a grandement isolé les personnes prostituées. Nous avons mis, nous les femmes, des siècles à faire admettre que nous avions aussi une sexualité
fondée aussi sur le désir et sur le plaisir. Et que cette sexualité des femmes a été niée pendant des siècles. Pendant des siècles, on a nié le désir des femmes et on considérait que les femmes n'étaient que les objets du désir des hommes. Et c'est très récent qu'aujourd'hui on puisse dire les femmes ont du désir ou de l'absence de désir, du plaisir ou de l'absence de plaisir, et que cette sexualité des femmes implique aussi les hommes. Or, en refusant, comme vous le proposez, de dire dans notre société que l'achat de services sexuels est pénalisé parce qu'il part du principe que la sexualité des femmes peut être activée, peut être utilisée en l'absence de leur désir, nous faisons un bond en arrière et nous revenons à cette période, une cinquantaine d'années, pas plus, dans laquelle on considérait que les femmes n'avaient pas de désir. Et c'est pour moi terriblement régressif par rapport aux combats qui ont été menés depuis quelques dizaines d'années. On peut inventer tous les arguments juridiques pour dire que cette contraventionnalisation n'est pas la bonne. On peut aussi, de l'autre côté, constater que c'est un moyen de faire en sorte d'endiguer un système prostitutionnel scandaleux, un système d'esclavagisme scandaleux. On peut se poser la même question à propos de la consommation de stupéfiants. Certains vous diront que le cannabis n'est pas si grave que ça. Il a d'ailleurs été dans certains pays européens autorisé. Nous considérons qu'il faut poursuivre l'usage parce que c'est une façon aussi d'endiguer. On n'a d'ailleurs pas toujours réussi. Voilà la réalité. Donc face à cela, je pense qu'il faut effectivement, je l'ai déjà exprimé, tenter par cette contraventionnalisation d'arriver effectivement à expliquer aux clients de ce système prostitutionnel ce qu'il génère. Est-ce que ce sera efficace au bout? Nous n'en savons rien, mais refuser au nom du droit, au nom d'arguments juridiques, dire nous ne voulons pas le tenter, cela me paraît aller à l'encontre de ce que nous souhaitons tous. Et est-ce que nous voulons que demain on vienne dire le Sénat préfère soutenir la prostitution ou est-ce que le Sénat veut se donner les moyens? Mais le débat, il est là, mes chers collègues. Il faut oser le dire. Il faut oser le dire, même si je vous provoque. Et je le dis d'autant plus volontiers, et mes collègues le savent, que je n'étais pas convaincu au départ. Mes chers collègues, respectez l'orateur. Je pense qu'il faut tenter la chose, et c'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, je soutiens cet amendement, même si je n'étais pas convaincu au départ. Et mes collègues le savent. Tentons la chose, c'est peut-être une façon d'arriver effectivement à endiguer ce mal qui se prolifère dans nos villes. C'est important que nous puissions confronter nos points de vue. Personnellement, je vais évidemment voter et soutenir parfaitement cet amendement qui vise à rétablir l'article 16 et la pénalisation du client, parce que je crois que c'est un des axes fondamentaux des 4 piliers portés par la loi et 4 piliers qui nous étaient mis en scène pour la première fois. Et c'est de cette logique, je crois, des 4 piliers que nous pourrons avancer dans le respect de la position de la France, qui est une position abolitionniste, qui n'est pas une prohibition, parce que précisément, l'abolition, c'est l'engagement d'un processus qui vise d'un même mouvement à faire progresser vers une véritable possibilité d'émancipation de la prostitution. Madame la ministre, tout à l'heure, vous nous avez parlé que c'est au nom du droit que nous devrions adopter ces amendements. Monsieur Bigot est allé plus loin, qu'il fallait faire fi du droit et être courageux et voter cet amendement. En ma qualité de législateur, et j'associe mes collègues également, je crois que le droit est fondamental et qu'il nous faut respecter le droit et qu'il nous faut faire du droit. Il nous faut réaffirmer haut et fort l'impossibilité de pénaliser l'usage d'une activité libre. Cela n'est pas possible. Le risque constitutionnel est majeur. Il est majeur. Je ne vais pas reprendre les excellents arguments de M. Boulard qui dit, in fine, notre système pénal établit un lien entre sanctions et interdiction. Nous ne pouvons pas faire fi de cela, M. Bigot. Et j'ai envie de dire à Madame la Ministre aussi, vous nous avez parlé d'hypocrisie. La plus grande hypocrisie, c'est finalement d'admettre que la prostitution peut exister et qu'il faut simplement pénaliser le client qui a recours. Moi, je dis que le vrai courage politique serait d'éradiquer
la prostitution, de clairement dire que la prostitution est interdite. C'est ça le courage en politique. 16h sur Public Sénat. Merci à vous si vous nous rejoignez toujours en direct pour cette édition de Sénat 360. Voici les titres. Après la mobilisation contre la loi travail, le gouvernement multiplie les gestes en faveur de la jeunesse. Surtaxe des CDD, l'UNEF reçu demain à Matignon, tandis que François Hollande est en déplacement dans une usine de Seine-et-Marne pour vanter son dispositif d'embauche dans les PME. Nouvelle étape dans l'affaire Vincent Lambert, ce tétraplégique en état végétatif depuis 2008. La justice vient de confier sa tutelle à son épouse. Un nouveau bras de fer s'annonce entre elle et ses beaux-parents, partisans de son maintien en vie. Le compteur Linky dans le collimateur de certaines collectivités. Elle refuse d'installer ses compteurs électriques nouvelle génération. En cause, selon elle, un risque de facture trop élevé pour le consommateur et des doutes sur sa dangerosité. Reportage et débat à suivre. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat 360. Pour nous accompagner cet après-midi, nos journalistes en direct, Tam Tranui et Saveria Rojek. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Mais avant de commencer notre multiplex, on a appris la mort de Claude Estier, ancien sénateur de Paris de 86 à 2004. Il avait présidé le groupe socialiste du Sénat pendant 16 ans. Je vous propose de l'écouter. Il évoque la campagne de François Mitterrand, dont il était un proche. C'était sur notre plateau en mai 2011. François Mitterrand avait la volonté, depuis très longtemps, d'accéder au pouvoir. Il a su, après les avoir condamnés, il a su utiliser les institutions de la Ve République. Et je crois qu'il a montré cette volonté à travers toutes les difficultés. Vous savez, moi j'ai participé au congrès d'Épinay en 1971. Ouais. Nous avons gagné d'une courte tête face à Guy Mollet. Et nous étions tout heureux de cette victoire. Et François Mitterrand nous a dit non, mais attendez, il y en a maintenant pour 10 ans. Mmh. C'était en 71 et c'est en 81 qu'il est devenu président de la République. Et pendant ce temps-là, il y a eu des hauts et des bas, mais toujours cette volonté de ne jamais céder, de tenir bon, comme nous avions dit. Tenir bon, ça a été vraiment le... Alors, la force tranquille, c'était une image un peu publicitaire, si vous voulez. Bien sûr. Mais sur le fond, ça a été la volonté de tenir en dépit de tous les obstacles, en dépit de toutes les adversités. Et un hommage solennel à Claude Estier sera rendu en séance publique au Sénat mardi prochain. Dans notre multiplex, on va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle du Sénat où nous attend Tam Tranui. Tam, eh bien, on va parler économie bleue cet après-midi. C'est une proposition de loi dans laquelle s'est glissée une disposition qui aurait eu d'ailleurs davantage sa place dans un texte sur l'immigration. De quoi s'agit-il? Oui, bien, écoutez, cette disposition, elle crée un délit d'intrusion dans les zones de port réservées. Cela n'a pas grand-chose à voir effectivement avec l'économie des mers, mais cela a beaucoup de choses à voir avec les questions de sécurité ou d'immigration. La preuve en est qu'au mois de juillet dernier, le gouvernement avait déjà tenté d'introduire cette disposition, mais dans le projet de loi sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Le gouvernement avait tenté d'introduire cet amendement et alors l'exposé des motifs était très clair. Il s'agissait de pénaliser les migrants qui tentent de s'introduire dans le port de Calais. Et à l'époque, les députés socialistes avaient refusé cet amendement et le gouvernement avait dû le retirer. Voilà donc cet amendement de retour lors de cette proposition de loi sur l'économie bleue, mais cette fois-ci, on a pris soin de retirer cette mention spécifique de Calais. On parle juste de la sûreté des ports de façon générale. Et la disposition, eh bien, elle est passée comme une lettre à la poste à l'Assemblée nationale. Il faut dire que certainement les députés qui sont spécialistes des questions des transports sont moins attentifs à ce type de sujet que les députés de la commission des lois, spécialistes de l'immigration, spécialistes aussi du terrorisme. Alors, eh bien, c'est devenu l'article 12 dans ce texte qui va être examiné au Sénat et a priori, ça va être adopté sans grande difficulté ici à la Haute Assemblée. La preuve que donc lorsque ça ne passe pas par la porte, on peut toujours tenter la fenêtre. Merci beaucoup Tam. On retrouve à présent Saveria Rojek en direct de la salle des conférences du Sénat avec Gérard Longuet, sénateur Les Républicains, puisque la Commission des Affaires étrangères a reçu hier une délégation de sénateurs russes du Conseil de la Fédération, audition à laquelle a assisté Gérard Longuet. Gérard Longuet, vous venez donc de passer 2 jours avec cette délégation de sénateurs, d'élus russes. On le sait aujourd'hui, les facteurs de désaccord sont nombreux avec Moscou, que ce soit la crise ukrainienne,
bien évidemment la Syrie, mais aussi les questions de sécurité en Europe. D'abord, quelle aurait été la teneur de vos échanges avec ces sénateurs russes ? Alors, vous avez raison, il y a des difficultés à très court terme, mais ce que nous voulions à travers cette rencontre, qui d'ailleurs suit il y a un an la visite de Gérard Larcher à son homologue à Moscou, c'est d'établir avec certitude que les intérêts de la France et de la Russie sur le long terme, c'est de se parler et de s'entendre. On ne peut pas imaginer une Europe qui n'ait pas de bonnes relations avec la Russie, et l'intérêt historique de la France a toujours été d'avoir l'appui russe, et parfois d'ailleurs d'appuyer les démarches russes. Le général de Gaulle l'avait fait, le président Poincaré aussi. Alors en revanche, il y a l'actualité. L'actualité, c'est l'Ukraine, l'actualité, c'est l'armement russe en Europe, Syrie. Et l'actualité, c'est naturellement la Syrie. Avec, en ce qui concerne la Syrie, un réalisme russe qui peut se targuer d'avoir, d'une certaine façon, débloqué la situation, puisqu'aujourd'hui, il y a un cessez-le-feu et qu'il y a un débat à Vienne ou à Genève, j'ai oublié, sur la préparation d'élections dans ce malheureux pays divisé par cette guerre civile. Pardonnez-moi, vous parlez du cessez-le-feu en Syrie. Est-ce que ce n'est pas... beaucoup accusent Moscou aujourd'hui de jouer un jeu de dupe. C'est le jeu de Bachar al-Assad, en fait, et de renforcer le pouvoir. Assurément, Moscou a en Syrie un point de vue différent du point de vue du gouvernement français. Le gouvernement français fait du départ de Bachar el-Assad un absolu et d'ailleurs un préalable. Les Russes ont considéré que ce n'était pas le sujet, que le sujet c'était d'arrêter les conflits, sans doute, d'arrêter les bombardements. Sans doute en figeant territorialement les positions des uns et des autres. Parce qu'en Syrie, il y a plusieurs fronts, il n'y a pas un gouvernement et une opposition, il y a au moins 4 ou 5 forces d'opposition, les Kurdes, les sunnites saoudiens, les sunnites de l'Émirat islamique. Et dans cette complexité, les Russes ont choisi d'aider le gouvernement qui est à la tête d'une administration, même si naturellement c'est le pouvoir des minorités, mais c'est un pouvoir minoritaire. Pour être très clair, le pari de tendre la main à Moscou sur le cessez-le-feu est aujourd'hui, selon vous, un pari réussi, puisque le cessez-le-feu est en vigueur depuis 15 jours. Il fonctionne sur une partie du pays. Je vais vous dire, à partir du moment où le président Hollande n'a pas pu mener le projet qui était le sien il y a 2 ans, qui était d'une part de bombarder Bachar el-Assad, et je pense dans son esprit d'obtenir son départ. Il n'a pas de bombardement et pas de départ de Bachar el-Assad. Les Russes nous disent, bon, vous a laissé 2 ans, maintenant nous on considère qu'il faut figer territorialement les positions des uns et des autres, et à partir de cette fixation des territoires, organiser des élections. Après tout, pour l'instant, il y a un cessez-le-feu, il n'y en avait pas avant. Gérard Longuin, un mot très très rapide sur le cas de cette pilote ukrainienne qui est actuellement emprisonnée en Russie. Est-ce que vous avez évoqué son cas? On sait que Washington demande sa libération à Moscou. Est-ce que vous avez évoqué son cas ce matin avec les sénateurs russes? Très rapidement. Oui, nous l'avons évoqué. Vous demandez également sa libération? Que c'est un problème russe, puisque ce sont des journalistes russes qui ont été victimes. Donc c'est un conflit, c'est un sujet de conflit, nous sommes en désaccord. Très bien. Merci beaucoup Gérard Longuet d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Saveria. Au lendemain des manifestations, le gouvernement est-il prêt à lâcher du lest? Myriam El Khomri, la ministre du Travail, envisage plusieurs mesures, dont une surtaxe des contrats à durée déterminée. Le détail avec Sophie Normand-Couturier. C'est une demande réitérée par tous les syndicats à chaque négociation sur l'assurance chômage, la taxation des CDD. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, l'a réclamé encore fin janvier. La piste est bien sur la table des négociations, confirme la ministre du Travail. C'est sur la table et ça relève des partenaires sociaux, puisque c'est eux qui négocient. La proposition existe, elle est portée par certains partenaires sociaux dans le cadre des négociations autour de l'assurance chômage. Et je dis, c'est en corrélation avec ce projet de loi qui vise à réduire la précarité et encourager le CDI. Et les débats s'annoncent houleux. La CGPME s'y oppose fortement. Le syndicat des patrons des PME dénonce une augmentation du coût du travail qui pénaliserait la création d'emplois. Autre concession que s'apprêterait à faire le gouvernement, l'abandon de l'allongement du temps de travail des apprentis. L'avant-projet de loi travail prévoyait de passer de 35 à 40 heures par semaine. Myriam El Khomri, qui se dit inscrite dans une démarche de dialogue et d'écoute, serait prête à l'abandonner également.
Je vous le disais en titre, c'est une décision qui marque un nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert. La justice vient de confier sa tutelle à son épouse. Ses parents, partisans de son maintien en vie, se disent outrés et annoncent faire appel. Retour sur cette bataille judiciaire qui déchire la famille de ce tétraplégique en état végétatif avec Jordan Klein. C'est un feuilleton familial qui dure depuis maintenant 8 ans. En 2008, Vincent Lambert, accidenté de la route, devient tétraplégique. Deux parties s'opposent sur son avenir. D'un côté, ses parents qui souhaitent le maintenir en vie, et de l'autre, sa femme et son neveu qui demandent l'arrêt des traitements. Allongé dans un lit dans un état végétatif au CHU de Reims, c'est une bataille judiciaire qui se joue autour du cas Vincent Lambert. En juin 2015, après plusieurs recours de ses parents pour ne pas arrêter les soins, c'est finalement le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme qui tranchent. Ils valident la décision d'interrompre les traitements. La Cour européenne des droits de l'homme en bonne santé vient de donner un signal très fort, très clair, dramatique et funeste. Aujourd'hui, on ne protège plus ceux qui doivent être protégés. Mais contre toute attente, l'hôpital refuse de poursuivre la procédure au motif de menaces et de pressions extérieures. Profondément triste et choquée. Ça a été difficile de subir ce parcours judiciaire et je pensais qu'avec la Cour européenne qui entérinait une telle décision, Vincent pouvait être enfin respecté. A l'inverse, ce coup de théâtre réjouit les parents de Vincent Lambert qui voient là une lueur d'espoir. On attend maintenant la décision du procureur, mais le souhait le meilleur serait que Vincent soit transféré. Tout le monde serait apaisé et voilà, et moi je m'occuperai de mon fils, il y a des établissements qui l'attendent. L'hôpital de Reims demande alors la mise sous tutelle de Vincent Lambert. La justice confie cette responsabilité à sa femme pour une durée de 10 ans. Une décision qui ne change rien pour l'arrêt des traitements, toujours suspendu à la volonté du corps médical. Mais c'est une victoire symbolique pour Rachel Lambert qui pourra, après des années de bataille judiciaire, appliquer les volontés de son époux. La fronde s'organise contre les nouveaux compteurs électriques. Baptisés Linky, ces compteurs nouvelle génération doivent remplacer les anciens d'ici 2021. Mais les réticences sont nombreuses. Les consommateurs redoutent une hausse de leurs factures. Certaines communes s'inquiètent aussi des effets sur la santé. Reportage de Pauline Dame. Ce petit boîtier jaune risque de bouleverser vos habitudes. Pilotable et consultable à distance, ce compteur intelligent permet une gestion plus simple et plus efficace de la fourniture d'énergie. Pour ERDF, en charge du déploiement de Linky, le consommateur sera le premier gagnant. Le client peut voir la consommation, la puissance maximale consommée pendant une journée, constater les effets de ces éco-gestes tels que passer un appareil en veille à éteint complètement, débranché, et ainsi voir l'évolution de sa facture et de sa consommation au fil du temps. Et c'est bien ce qui inquiète le maire de cette petite commune de 1100 habitants, nichée au cœur du Vercors. Franck Girard se bat contre l'installation des boîtiers Linky, prévus sur son territoire en 2019. Bonjour Michel, comment vas-tu ? Ça discute beaucoup de Linky à Saint-Nizier. On parle que de ça. Moi, je trouve qu'on nous impose trop de choses. Quid de ces données? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment elles vont être exploitées? Est-ce qu'il ne va pas y avoir, et c'est la question que beaucoup se posent, intrusion dans la vie privée des gens? Autre point qui nous pose petit problème, on sait que ces compteurs émettent des rayonnements électromagnétiques. Est-ce que c'est bon aujourd'hui pour la santé d'avoir des pièces à vivre à côté de ce type d'installation? Est-ce que ERDF a bien anticipé aussi ces problèmes sanitaires? Nous attendons des réponses. Une inquiétude partagée par les habitants. C'est inutile. Les gens font attention quand même aux consommations. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise vous consommez trop. On va se faire tous pigeonner avec ce machin. Méfiante par rapport à tout ce qui est mise en ligne des données individuelles. Moi personnellement, je vois pas trop l'intérêt. J'ai peur des migraines, que ça m'expose à des ondes, que je puisse pas couper le signal. Quand on parle d'ondes, ça fait toujours, on se pose des questions effectivement. Il faut communiquer. Impact financier, confidentialité des données, risques sanitaires. Pour nous rassurer, le représentant de Linky nous emmène dans le laboratoire où sont testés les boîtiers jaunes. Nos ingénieurs sont ici pour tester tout ce qui a trait aux ondes côté compteur. Donc on est 800 fois plus faible que la recommandation européenne, donc sur l'exposition au niveau des ondes. Si on avait à comparer les effets de ce boîtier, je prendrais l'exemple du babyphone. On est à peu près dans les mêmes effets. Sauf que le compteur, lui, n'émet
que moins d'1 minute par jour sur l'utilisation des données. Nous travaillons avec la CNIL et avec l'ENSI, Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, pour faire de telle sorte que ce soit sur l'utilisation ou le piratage, nous soyons dans le plus sécurisé possible. Des arguments insuffisants pour Franck Gérard. Entre le maire et le gestionnaire du réseau électrique, le bras de fer a officiellement commencé. La semaine dernière, donc, nous avons décidé, après étude de ce fameux dispositif, de prendre une délibération contre la pose de ces fameux compteurs. Saint-Nizier, mais aussi Saint-Macaire en Gironde, Loubaud en Ariège, Larnaud dans le Doubs. Au total, une trentaine de communes françaises se rebellent contre ces compteurs. Pas sûr que cela suffise à stopper le déploiement du dispositif. ERDF prévoit d'installer en France 35 millions de boîtiers d'ici 2021. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Jean-Claude Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Commission des affaires économiques ici au Sénat, sénateur Les Républicains de l'Orne. Merci d'être avec nous. Nicolas Mouchnino est également avec nous sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes chargé de mission énergie pour l'association UFC Que Choisir. Et Bernard Lassus est également avec nous sur ce plateau. On vous a vu dans ce reportage. Vous êtes directeur du programme Linky de RDF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Claude Lenoir, on a entendu dans le reportage de Pauline Dame plusieurs collectivités qui s'inquiètent et qui refusent l'installation de ce compteur Linky sur leur territoire. Est-ce que vous comprenez ces réticences des élus? Alors d'abord, ces délibérations sont illégales. On le dit très clairement. Passons sur ce point, mais répondons aux questions. Il y a un certain nombre de questions qui sont posées depuis des mois au sujet de ces compteurs. Je suis l'auteur d'un rapport qui avait été demandé par le gouvernement en 2011 sur la question, faut-il déployer les compteurs, est-ce qu'ils sont utiles? La réponse était oui. D'ailleurs, ce rapport était déterminant dans la suite, à savoir la fabrication de ces compteurs en France et d'autre part leur installation. En quoi sont-ils utiles? D'abord, nous sommes actuellement en pleine période de transition énergétique. Transition énergétique veut dire mieux contrôler sa consommation. D'abord pour ce qui concerne les particuliers, mais aussi mieux assurer l'équilibre entre l'offre et la demande, entre le producteur, transporteur, distributeur d'électricité et les consommateurs, essentiellement les particuliers, parce que les industriels bénéficient déjà d'un système qui leur permet de mieux réguler. Et le compteur Linky, qu'on a vu tout à l'heure sur l'écran, a ce double avantage qu'il vous permet de mieux contrôler votre consommation, de mieux connaître votre consommation, et en même temps de répondre à des propositions que les fournisseurs d'énergie électrique peuvent vous faire. Prendre un exemple, vous avez une maison mais vous ne l'occupez que certains jours de la semaine, par exemple le week-end, ou bien votre mode de vie fait que vous travaillez plus à tel moment et que d'autre part vous utilisez des appareils plutôt à tel moment. Le compteur Linky vous permettra d'adapter la fourniture et donc de souscrire à des contrats plutôt intéressants pour le consommateur en fonction de votre demande. Je vais terminer par une image. Vous voulez faire un régime, ce n'est pas votre cas, moi je pourrais y réfléchir. Vous voulez perdre du poids. De quoi vous avez besoin? De deux choses. Vous avez besoin d'une bascule qui vous pèse et vous avez besoin de faire un régime. Alors le régime, c'est vous, c'est votre comportement, mais la bascule est indispensable pour voir les progrès que vous faites. Eh bien, la bascule, c'est le compteur Linky. Et pourtant, est-ce que ces arguments vous ont convaincu, Nicolas Mouchnino? On sait qu'il y a eu beaucoup de lettres de consommateurs inquiets. Alors on va rentrer peut-être d'abord dans le détail sur ce qui pourrait paraître aussi comme des atteintes à la vie privée, puisque beaucoup de données sont récoltées, notamment, on l'a souligné, en l'absence peut-être des propriétaires sur les consommations d'électricité. Quels sont les griefs que vous recevez à l'association UFC Que Choisir? Alors, il y a surtout beaucoup d'interrogations des consommateurs sur finalement le coût de ce compteur, sur la question des données. Alors il faut bien comprendre, et nous on essaye finalement de les rassurer sur cette question-là, puisqu'il faut bien voir que le déploiement et les questions autour du Linky, notamment sur les données, sont encadrées notamment par la CNIL. Et là,
il faut bien distinguer les différents types de données. Là où je voudrais revenir et sur les points qui ont été abordés, c'est sur la question de, finalement, on va mieux informer le consommateur. C'était à l'origine cette logique-là qui était portée, c'est-à-dire il y a effectivement, on est dans une logique de transition énergétique, le consommateur a besoin d'informations pour mieux maîtriser sa consommation. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a quand même quelques soucis sur cette, finalement, information du consommateur. Là, dans votre reportage, il était pris l'exemple de pouvoir voir sur son compteur la puissance qu'on appelait, finalement, les détails. Sauf qu'il y a un premier problème, c'est que 50% des compteurs sont en dehors du lieu de vie. Et un consommateur ne va pas sortir de son lieu de vie. Après, il y a une réponse qui a été apportée par ERDF, c'est-à-dire de mettre un site Internet. Et là, malheureusement, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire que les consommateurs ne regardent pas constamment sur Internet leur site avec leur consommation. Ils vont avoir une difficulté, finalement, pour certains consommateurs, on le voit bien, certaines catégories de consommateurs n'ont pas accès à Internet pour des raisons financières, pour des raisons de compétences. Donc là, on a un petit souci, on a une crainte finalement sur cet accès. Après, sur les questions de données, il faut bien voir que le système qui a été développé autour du compteur Linky, c'est une transmission des données qui va vers ERDF et potentiellement vers des acteurs tiers comme des fournisseurs d'énergie ou un acteur qui pourrait vous aider à maîtriser sa consommation. Et puis vous avez un deuxième volet, des informations qui vont vers le consommateur. Sur la première partie, on peut s'interroger finalement sur ces transmissions de données. Parce que, je donne un exemple, ces données de consommation, comme vous le disiez très bien, c'est-à-dire qu'elles vont permettre de mieux gérer, on pourra faire des audits énergétiques plus fins pour faire des rénovations. Mais il faut bien voir que ces données-là, aujourd'hui, nécessitent un mécanisme complexe pour le consommateur d'autorisation de collecte de ces données. Il ne sait pas trop comment en faire. Donc voilà, on a ces problèmes-là. Et on a le même problème sur l'aval, vers la transmission. Oui, Bernard Lassus, à ces critiques émanant des consommateurs, quelles sont les réponses apportées par ERDF, notamment en ce qui concerne la transmission des données ? Alors là, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés. Déjà, peut-être un peu d'histoire. Il faut savoir que les compteurs qui sont en France ont été installés pour une plus grande partie dans les années 60 et correspondaient à l'accès à des usages nouveaux comme fer à repasser, frigidaire, machine à laver. Et ces compteurs, en fin de compte, qui sont installés, sont plus des robinets qui permettent, je dirais, d'accéder à l'électricité. Et comme le sénateur Lenoir le rappelait, le contexte externe a changé. Et il nous faut moderniser ce système de comptage. Et c'est pour cela qu'on a profité de l'avènement des objets connectés, pour se dire, en fin de compte, pour pouvoir agir, il faut se situer. Eh bien, l'objet du compteur, c'est de se situer. Se situer pour le consommateur, pour qu'il puisse quelque part, et comme le montrent certaines études, par les éco-gestes, on peut aller jusqu'à 25% de gains en termes de maîtrise d'énergie. Et puis, pour les collectivités territoriales qui ont besoin de conduire des politiques énergétiques locales, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais depuis à peu près une dizaine d'années, il y a 350 000 producteurs d'électricité renouvelable, enfin d'énergie renouvelable, pardon, qui s'installent sur le réseau électrique. Si on ne fait rien, on ne peut pas tirer profit de ces énergies renouvelables. Et c'est donc pour cela qu'on a conçu un dispositif à la fois pour le consommateur, à la fois pour l'aspect transition énergétique. Même si un mot sur la protection des données, car c'est aussi une des critiques. Hein. On l'a vu à la fois dans le reportage et dans les explications de M. Mais ça a été très bien dit par monsieur. Je pense que nous travaillons avec la CNIL, comme je l'ai dit aussi dans le reportage, et avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Tout ce que nous le faisons dans le cadre des recommandations. Et si jamais il y a besoin d'une information qui est de la propriété des clients, on passe par un consentement client. Mais ce que je voudrais dire aussi, qu'est-ce qui transite en fin de compte dans tous les tuyaux Simplement, c'est une consommation et que je ne sais pas discerner l'électron qui vient de la machine à laver, de celui qui vient de... Donc c'est une consommation. Cette consommation, elle est cryptée. En plus, il n'y a ni le nom, ni l'adresse. Donc là, je pense qu'en termes d'informations privées, je pense que tout le monde doit être rassuré. Il n'y a aucune information de la vie privée
qui transitent par les Jean-Claude câbles. Lenoir. Un autre point soulevé également dans le reportage, la question des ondes électromagnétiques. On sait qu'il y a un rapport qui est commandé à l'ANSES et qui est très attendu pour la fin de 2016. Certaines associations demandent de refuser l'installation de ce compteur tant qu'on n'a pas ce rapport et qu'on n'a pas été rassuré sur cet aspect dangerosité d'ondes électromagnétiques. Alors d'abord, il faut le dire qu'il y a déjà eu des rapports, des études de fait sur cet aspect. Comme les conclusions ne sont pas positives par rapport à ceux qui souhaiteraient qu'on interdise les compteurs, on demande d'autres rapports et donc on va, comme d'habitude, solliciter d'autres organismes, etc. Bon. En tout cas, aujourd'hui, nous disposons de rapports très clairs. Ce n'est absolument pas dangereux. Les informations recueillies par le compteur Linky transitent non pas par des ondes, c'est vraiment une ineptie que de le dire, mais par le dispositif connu depuis des dizaines et des dizaines d'années qu'on appelle le courant porteur en ligne, comme actuellement. Actuellement, vous avez un compteur, les informations circulent par la ligne électrique. Demain, les informations vont circuler également par la ligne électrique jusqu'à un concentrateur qui se trouve beaucoup plus loin. Mais attendez, vous vivez ici dans ce studio, est-ce que, je me suis posé la question de savoir s'il était dangereux de venir devant vous? Il y a certainement des ondes. Le problème est simplement la quantité des ondes. Lorsque vous refusez, par exemple, un compteur Linky chez vous, est-ce que à ce moment-là, vous n'auriez pas intérêt à refuser tout simplement l'électricité? Tout appareil, un appareil de radio, une cafetière électrique. Mais justement, est-ce qu'on peut refuser un compteur Linky? C'est une question peut-être pour vous, Nicolas Mouchineau. Peut-être plusieurs consommateurs vous alertent et vous demandent si c'est possible de refuser l'installation de ces nouveaux compteurs. Alors effectivement, c'est une question qu'on reçoit de la part des consommateurs. Et nous, on se positionne finalement sur le cadre contractuel. Aujourd'hui, le consommateur, quand il souscrit à un contrat d'électricité avec n'importe quel fournisseur, il souscrit aussi avec ERDF, c'est-à-dire que les conditions générales de vente intègrent les conditions de ERDF. Et dans ces conditions, il faut être très clair, aujourd'hui, il est notifié que ERDF peut intervenir sur votre compteur pour le remplacer, lié par exemple à des évolutions technologiques. Et le risque aujourd'hui, si le consommateur venait à refuser finalement ce compteur, il ne respecterait pas, il se mettrait en défaut par rapport à son contrat, et il y a un risque potentiel que ERDF décide de couper l'électricité. Donc nous, on se positionne sur cette question-là. Après, là, on ne peut pas dire aux consommateurs refuser ou pas refuser. Nous, on se positionne uniquement sur le caractère juridique du contrat. Voilà. C'est intéressant, pardonnez-moi, parmi les informations qui circulent, je suis élu local, il en est une sur lesquelles M. Lassus va pouvoir apporter des éclaircissements. On nous raconte que dans un pays, le Canada, où on a ce type de compteur, il y a eu une série d'incidents qui ont fait qu'il n'y a plus de compteurs communicants. On parle de milliers de compteurs qui auraient brûlé. Alors, c'est l'occasion, nous sommes sur un plateau, d'une émission qui regardez. Monsieur Lassus, dites-nous tout à ce sujet. Est-ce qu'il y a des risques, effectivement, de départ de feu à cause de l'installation de ces compteurs? Et est-ce qu'on peut les refuser? Pas du tout. Je vais répondre à ces différentes questions. Alors, comme tout appareil électrique, quand on le branche, il faut faire attention. Je ne sais pas si vous avez un four. Qui l'installe, qui le branche? Est-ce que c'est au consommateur de brancher lui-même son compteur? Pas du tout. C'est du personnel qui est habilité, formé. Mais il y a des choses à respecter et si on les respecte, ça se passe sans aucun problème. Et puis, alors, le compteur en tant que tel subit plus de 2000 essais. Même pour 2200 essais, qui vont garantir qu'il tient l'ensemble de ses caractéristiques, et notamment il doit tenir 20 ans. Donc je peux vous dire qu'on fait excessivement attention. Et en plus, en termes de matériaux, si jamais il y avait un problème lié à un échauffement et autres, les matériaux sont choisis pour que la chaleur fasse qu'il, je dirais, se délite le moins possible. Donc un incident n'a été répertorié jusqu'à aujourd'hui. Et sur le Canada, sur le Canada, je vois, parce que je reçois des mails un peu comme tout le monde, vous voyez, on commence à être au courant de beaucoup de choses par les réseaux sociaux. Ça communique. Et donc voilà, il y a 108 000 compteurs qui ont été enlevés au niveau du Canada dans un État qui a un nom pas possible, dont je ne le dirai pas devant vous. Voilà. Alors quel est le problème? C'est qu'il y a eu
Donc vous savez, les compteurs au Canada se mettent à l'extérieur. Ouais. Il y a eu quelques problèmes techniques qui n'ont rien à voir avec l'aspect communicant de ces compteurs. Donc l'État canadien a décidé de les changer. Donc ça n'arrivera pas il y en chez a nous. eu, il y en a eu très peu. Il y a eu combien de compteurs qui ont brûlé? 8. On arrive au terme de ce débat, donc et attendez, et ce qui a été, c'est que ça a été remplacé par d'autres compteurs communicants. Le but, c'est pas de dire j'enlève les compteurs communicants parce qu'ils prennent feu. C'est qu'on a besoin de ces compteurs communicants pour pouvoir mesurer nos efforts, notamment vis-à-vis de merci. J'espère que Jean-Claude Lenoir, vous êtes rassuré parce que vous venez d'entendre. Je connaissais la réponse, mais il est important que les personnes qui nous regardent c'est la fin de ce débat. Connaissent cette réponse. Merci à tous les trois d'y avoir participé. C'est également la fin de cette édition. Je vous rappelle la principale information, le décès de Claude Estier, l'ancien sénateur à 90 ans. François Hollande salue un acteur politique important. Retour sur sa carrière ce soir à 22h avec Sonia Mabrouk et Paul Bouffard dans votre émission On va plus loin. Bonne suite des programmes et à demain, 16h30.